Tout le monde connaît la Terre du Milieu, c'est une évidence. Mais l'homme derrière tout ça, J.R.R. Tolkien, son histoire est peut-être encore plus surprenante que ses romans. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, comment il est passé de simple professeur à un véritable phénomène mondial. Alors voilà la question qui a tout déclenché. C'est simple, mais ça intrigue, non? Comment un gamin comme J.R.R. Tolkien, orphelin, sans un sou, a bien pu se retrouver sur les bancs d'Oxford? C'est quand même l'une des universités les plus sélectes du monde. C'est ce mystère qu'on va décortiquer ensemble. Ok, c'est parti. Pour comprendre comment il a pu bâtir un univers aussi immense, il faut revenir au tout début, à ses propres débuts. Et c'était un vrai casse-tête, surtout dans l'Angleterre très rigide du début du XXe siècle. Imaginez un peu le tableau. D'abord, il perd ses parents très jeunes. Il est orphelin. Ensuite, les relations avec le reste de sa famille sont compliquées, disons, à cause de la conversion de sa mère au catholicisme. Ça l'isole pas mal. Côté argent, le néant. Et pour couronner le tout, il se heurte de plein fouet à la structure de classe super rigide de l'époque en Angleterre. Bref, on peut dire qu'il ne partait pas vraiment gagnant. Et pourtant, malgré tout ça, il a réussi. La question c'est comment? C'était quoi son secret pour se frayer un chemin jusqu'au sommet du monde universitaire? En fait, il n'y a pas eu de solution miracle. C'était un cocktail de plusieurs choses. Primo, un cerveau absolument brillant, on l'a remarqué tout de suite, dès qu'il était gamin. Deuxio, il a décroché une bourse pour une super école, la King Edward School. Et tertio, même s'il n'avait pas d'argent, sa famille venait de la classe moyenne, ce qui lui a ouvert quelques portes. Et ça, c'est la clé. À l'époque, il fallait les deux. Le talent pur ne suffisait pas, il fallait aussi avoir le bon background, même un tout petit peu. L'un sans l'autre, c'était tout simplement impossible. Et quand on dit talent, on ne pèse pas nos mots. Tenez-vous bien. On estime qu'il maîtrisait environ 35 langues. 35! Des langues anciennes, des langues modernes, et ça c'est sans compter toutes celles qu'il a inventées de A à Z. Ce n'était pas juste un hobby, c'était vraiment le moteur de son génie, la source de sa carrière de prof, et bien sûr, de la Terre du Milieu. Sauf que ce génie des langues, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que sa vie de professeur à l'université et sa passion pour créer des mondes, eh bien ce n'était pas deux vies parallèles. Non, en fait, les deux étaient complètement liées. Elles se nourrissaient l'une l'autre en permanence. Et c'est ça qui est dingue. D'un côté, vous avez le professeur Tolkien, le spécialiste hyper respecté du vieil anglais. De l'autre, le créateur du Silmarillion et du Seigneur des Anneaux. Mais en fait, c'est la même personne. Tout était connecté. Quand il étudiait les anciens mythes pour son boulot, ça alimentait directement la Terre du Milieu. Son célèbre essai sur les contes de fées, c'est quasiment le mode d'emploi de ses propres romans. L'un ne va pas sans l'autre, c'est aussi simple que ça. Et là, on touche à un point super important et très concret. Son job de prof à Oxford, son statut, a été décisif pour que Le Seigneur des Anneaux soit publié. Franchement, imaginez un éditeur qui reçoit ce manuscrit. C'est long, c'est bizarre, ça va coûter une fortune à imprimer, c'était un pari hyper risqué. Mais le fait que ça vienne d'un professeur d'Oxford, ça changeait tout. Ça devenait un projet de prestige. Sans se cacher académique, il est très possible que le livre n'ait jamais été publié. Mais l'histoire est loin d'être finie une fois le livre imprimé. C'est même là que tout commence. Parce qu'une fois publiée, l'œuvre échappe à son auteur et commence à vivre sa propre vie. Et c'est là qu'un nouvel acteur majeur apparaît, le fandom, la communauté des fans. Et pour bien comprendre ce phénomène, on va s'appuyer sur du solide, un mémoire de master tout récent de 2024 de l'Université de Limoges. C'est parfait parce que ça nous permet de basculer notre regard de l'auteur vers celles et ceux qui ont reçu son œuvre et se la sont appropriée pour la faire vivre et même la transformer. Alors, un fandom, c'est quoi exactement? C'est super important de le définir. Ce ne sont pas juste des gens qui achètent le livre et le mettent sur une étagère. Non, pas du tout. Pour reprendre les mots du chercheur Henry Jenkins, c'est une communauté créative. Une communauté qui va piocher dans l'œuvre originale pour construire sa propre culture. En gros, les fans ne font pas que consommer, ils produisent. Et Jenkins, il a une image encore plus forte pour ça. Il les appelle les braconniers textuels. L'idée est géniale. Les fans agissent comme des braconniers. Ils vont chasser des éléments dans le texte qui les intéressent, un perso, un lieu, un bout d'histoire, et ils les emportent pour en faire autre chose, leur propre création. C'est plus que de l'admiration, c'est une participation active. Ils réinventent le monde. Ok, braconnage textuel, c'est une belle théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Comment est-ce que les fans aujourd'hui s'approprient et même réécrivent la Terre du Milieu? On observe un truc assez fascinant dans le fandom. Il y a deux grandes tendances qui se dessinent. D'un côté, on a les jeux de rôle. Là, on est souvent dans l'épique, le grandiose, les grandes batailles, la stratégie, l'action. De l'autre côté, il y a la fanfiction. Et là, on explore des territoires complètement différents. Les relations entre les personnages, la romance, on imagine même de nouveaux héros. Ce sont vraiment deux manières très distinctes de vivre en Terre du Milieu. Et la fanfiction, c'est un cas d'école. C'est une pratique majoritairement féminine, et ce n'est pas un hasard. Souvent, ces récits vont introduire de nouveaux personnages principaux, féminins.
La raison est assez simple, ça vient combler un manque perçu dans l'œuvre originale qui est quand même très masculine. Du coup, ces nouvelles histoires vont explorer des romances, développer des psychologies différentes, et au final, créer des récits qui répondent à des envies de lecture que le livre original ne satisfaisait pas forcément. C'est une vraie réécriture. Et c'est ça qui est passionnant. Pendant que certains fans revivent les grandes batailles du Gondor, d'autres préfèrent imaginer ce qui se passe dans les coins plus tranquilles, plus intimes de la Terre du Milieu. Ça montre bien que le fandom, ce n'est pas un bloc uniforme, c'est une mosaïque de plein de communautés différentes, avec des envies différentes. Et chacune, à sa façon, vient ajouter sa pierre à l'édifice de l'univers de Tolkien. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse qui résume tout. Au fond, à qui appartient une histoire ? Est-ce que c'est à l'auteur qui l'a couchée sur le papier, ou est-ce que c'est aux fans qui la font vivre, qui la transforment et qui la passent aux générations suivantes grâce à leur passion et leur créativité ? Finalement, le plus grand héritage de Tolkien, ce n'est peut-être pas seulement ses livres, mais tout ce qu'ils sont devenus après lui.